La tromperie universelle comme mode de gouvernement, c'est celle de ce soir. Mais où est passée la République française? C'est celle de demain. Voilà. Donc, la tromperie universelle, je recommence, mais ça sera mieux pour filmer peut-être, comme mode de gouvernement. Voilà. Alors, on l'a vu ça, je vais passer assez vite, la citation de George Orwell tirée du livre 1984. En ces temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Donc le premier chapitre, la tromperie par l'imposture, un exemple de l'attribution du prix Nobel de la paix. Donc le 12 octobre 2012, c'est une stupéfaction mondiale. Vous voyez que là, il n'y a plus de problème de transcodage. Le prix Nobel de la paix est décerné à l'Union européenne pour avoir contribué pendant plus de 6 décennies, c'est la situation même, le document même du prix Nobel, à promouvoir la paix et la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe. Voilà. Alors, du coup, comme je le disais tout à l'heure, sur iTélé, l'ancien ministre, ancien commissaire européen Jacques Barrot en a pleuré de bonheur et d'émotion à la télévision en direct. Et puis, José Manuel Barroso dit « Le prix Nobel de la paix est un grand honneur pour l'ensemble de l'Union européenne, pour ses 500 millions de citoyens ». Monsieur Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen, dit « Nous sommes tous très fiers que les efforts de l'Union européenne en faveur de la paix en Europe soient récompensés ». Madame Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine, nous félicitons l'Union européenne pour l'attribution de son prix Nobel. Il est remarquable de voir comment l'Europe du XXIe siècle est unie et en paix, et cela n'est pas le fruit d'une coïncidence. Elle en parle en connaissance de cause. Monsieur François Hollande, qui est président de la République française, je vous signale, c'est l'Union européenne est sans doute la plus grande aventure humaine du XXe siècle après les 2 conflits qui ont ravagé l'Europe et le monde. Alors soyons-en dignes, c'est la théorie. L'Europe, c'est la paix, PAIX. Madame Merkel, c'est une décision formidable. Je dis souvent que l'euro est plus qu'une monnaie et nous devrions ne pas oublier cela justement durant ces semaines et ces mois où nous travaillons au renforcement de l'euro. On verra d'ailleurs tout à l'heure ce que pensent en réalité les Allemands. C'est un mensonge éhonté ce qu'elle dit. L'euro est plus qu'une monnaie car il s'agit de l'idée de l'Europe en tant que communauté de paix et de valeurs. Et puis donc Jacques Delors, ancien président de la Commission, tous les chefs de gouvernement et toutes les populations qui s'intéressent à l'Europe vont prendre cela pour un encouragement à la construction européenne. C'est une grande émotion pour moi, car les 3 dernières années ont été extrêmement difficiles. Moi, je ne suis plus aux affaires, mais j'avais prévenu que, faute d'avancer la coopération entre eux, l'union économique et monétaire ne tiendrait pas. Ce prix montre que les valeurs de solidarité et de confiance peuvent amener un monde meilleur. Vous voyez qu'il est bien question de l'euro. Vous voyez aussi poindre dans le discours de M. Delors l'idée de faire avancer la coopération pour que l'euro puisse se sauver, c'est-à-dire c'est la préfiguration de la fuite en avant vers laquelle nous sommes lancés. Alors que la situation politique, économique, sociale, monétaire et financière de l'Europe prend des proportions de désastre historique dans tous les pays de la zone euro, cette soudaine attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne revêt une importance politique majeure. Il s'agit donc d'une décision hautement politique destinée à tenter de contrecarrer l'explosion de l'euro et de l'UE. Alors, la question que curieusement personne ne s'est posée, mais au fait, qui donc attribue le prix Nobel de la paix? J'ai lu toutes les exégèses sur le fait, alors 95% de ce qu'on entendait à la radio et à la télé, c'était pour chanter les louanges du prix Nobel de la paix attribué à l'Union européenne. Il y a eu un certain nombre de voix dissonantes, par exemple en Norvège, le premier pays concerné, puisque le prix Nobel de la paix était octroyé en Norvège, mais aussi, par exemple, M. Nigel Farage au Royaume-Uni, même en France, il y a quand même un certain nombre de personnes, de responsables politiques qui ont dénoncé l'attribution du prix Nobel de la paix, mais personne ne s'est posé cette question bête. Vous savez que j'aime bien les questions bêtes. Personne ne s'est posé cette question bête, c'est de savoir, mais qui, au fait, attribue le prix Nobel de la paix? Est-ce que ce seraient 600 délégués du monde entier appelés à départager des lauréats? La réponse est non. Est-ce que ce serait, par exemple, 140 professeurs et experts spécialistes de droit international, du droit de la paix, œuvrant pour la paix du monde? La réponse est encore non. Est-ce que ce serait, par hasard, 50 savants émérites, des consciences morales venues de toute l'humanité, qui, en fonction de ce qu'ils estiment être conforme à l'éthique, à une éthique ou aux droits de l'homme, pour leurs compétences scientifiques ou leurs compétences morales, auraient été sélectionnés?
La réponse est encore non. Est-ce que ce serait par hasard 20 militants pacifistes, connus pour leur neutralité, des gens qui auraient appelé, par exemple, à la fin des combats, en Afghanistan ou en Libye, ou je ne sais pas où? La réponse est encore non. Alors, eh bien alors, qui attribue le prix Nobel de la paix? Pour le savoir, qui attribue ce prix considéré comme la plus haute distinction morale de la planète, en réalité, il faut se rendre ici, Det Norske Nobelinstitut, c'est-à-dire un institut norvégien. L'Institut Nobel, vous savez qu'Alfred Nobel, qui a inventé la dynamite, avait créé des prix Nobel qui sont attribués par l'Académie de Suède, de chimie, médecine, physique. Et puis le prix Nobel de la paix, créé après coup, est attribué non pas en Suède, mais en Norvège, à Oslo. Je signale au passage que Alfred Nobel n'a pas créé le prix Nobel d'économie. Le prix Nobel d'économie a été créé dans les années 60 par la Banque centrale de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel. Donc quand on dit le prix Nobel d'économie, c'est une façon de dire les choses. En fait, c'est un prix décerné en l'honneur d'Alfred Nobel. Ça n'en demeure pas moins que c'est assez prestigieux, mais ça n'a pas le prestige qui est attaché au prix Nobel. Alors le prix Nobel de la paix est très prestigieux parce que dans l'esprit des gens, c'est comme le prix Nobel de médecine. On découvre des choses qui sont censées sauver l'humanité. Donc on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement prestigieux et extrêmement moral, mais il faut regarder qui l'attribue. Qui l'attribue? Eh bien, c'est le comité norvégien du prix Nobel. C'est-à-dire, en fait, 5 personnes. Ce sont 5 personnes ici présentes qui attribuent le prix Nobel de la paix. Lesquels sont-ce? En premier, M. Thorbjørn Jagland. D'abord, ils sont tous norvégiens, ou norvégiennes. Deuxièmement, ce sont tous des responsables politiques qui sont tous choisis par le Parlement d'Oslo, au prorata des partis politiques. Alors, le premier, c'est M. Thorbjørn Jagland, qui est donc le président du Nobel, né en 1950, autodidacte, membre du Parti du Travail, dit de gauche. Enfin, il est de gauche comme le Parti socialiste français est de gauche. Vous voyez un peu le genre. En 1990, il a publié un livre, Min europeiske drøm, ce qui veut dire en norvégien mon rêve européen. Vous voyez, il le montre ici. Donc, il fait partie d'une toute petite catégorie de Norvégiens qui sont favorables à la construction européenne. Je rappelle que la Norvège, à 2 reprises, on a demandé aux Norvégiens si vous voulez entrer dans l'Union européenne, à 2 reprises, les Norvégiens ont dit non par référendum, et on leur a dit, vous ne perdez rien pour attendre, on fera un 3e référendum et un 4e si nécessaire. Pour l'instant, la Norvège est restée en dehors. Et donc, lui fait partie de ces Norvégiens qui militent pour l'attribution, pour la construction européenne. En 1996, il est devenu ministre d'État, c'est-à-dire Premier ministre de Norvège. Vous savez que c'est une monarchie. En 2000, il a été nommé ministre des Affaires étrangères, parce qu'entre-temps, il a fait un certain nombre de bourdes. Il a à peu près la même cote en Norvège que Madame Edith Cresson, en tant que Premier ministre. C'est à peu près ce genre-là. En 2005, il a été président du Storting. C'est pas le Sporting Club, c'est le Storting, ça veut dire c'est le Parlement. Le 1er janvier 2009, il a été élu par le Storting, président du comité Nobel norvégien, en tant qu'ancien Premier ministre. Chose curieuse, le 30 septembre 2009, il a été élu secrétaire général du Conseil de l'Europe, puisque la Norvège est membre du Conseil de l'Europe, à défaut d'être membre de l'Union européenne. J'ai déjà souligné tout à l'heure, quand on en parlait, que le Conseil de l'Europe et l'Union européenne sont 2 institutions qui sont différentes. Début septembre 2009, donc après ces 2 événements quasi concomitants, les principaux partis d'opposition, le Parti du Progrès et le Parti conservateur, donc des partis dits de droite, de même que certains membres de son propre parti, le Parti du Travail, ont exigé sa démission de la présidence du comité Nobel en soulignant le risque de perte d'indépendance du comité Nobel. Il leur a fait un bras d'honneur, il est resté président membre du secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il pose devant le drapeau du Conseil de l'Europe. En fait, c'est le drapeau de l'Union européenne, qu'on se rappelle, parce que l'Union européenne a piqué le drapeau du Conseil de l'Europe, enfin, c'est tout un bins. Maintenant, le drapeau du Conseil de l'Europe, c'est le même avec un C à l'intérieur. Donc voilà qui est M. Jagland, c'est un des très rares responsables norvégiens européistes.
C'est le deuxième des 5 membres du comité Nobel norvégien, c'est Madame Kassi Kullmann-Fiv. Madame Kassi Kullmann-Fiv, elle est à droite sur cette photo. C'était lors de la remise du Nobel de la paix au président Obama. Elle est née en 1951, elle est membre du Parti conservateur, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de l'UMP. Donc elle a fait partie, dans ses attributions, dans cette élection des membres du Nobel, le président, il est de gauche, il est Parti du travail, elle, c'est la numéro 2, c'est la vice-présidente, elle est membre de l'UMP, c'est l'UMPS, comme diraient d'aucuns. Ancienne parlementaire jusqu'en 1997, elle a ensuite travaillé dans différentes entreprises publiques et privées comme la fameuse Statoil, la compagnie pétrolière norvégienne nationale, Radio Channel P4. Elle a été élue par le Storting en 2003 au comité Nobel norvégien, réélue en 2008 parce que ce sont des mandats de 5 ans. Ensuite, nous passons à la 3e personne, Madame Berit Reiss-Andersen. Elle est née en 1954, c'est une avocate et juriste, elle est ancien membre du Parti du travail, donc le PS local, présidente du barreau de Norvège, donc c'est un magistrat, mais elle n'a pas de compétences particulières sur la paix dans le monde. Elle a été élue au comité Nobel norvégien par le Storting le 22 novembre 2011 sur présentation du Parti du travail, et ceci pour les années 2012-2017. Donc, elle était en fonction depuis quelques mois, lorsque le prix Nobel de la paix a été attribué à l'Union européenne. Puis, nous avons la 4e personne, qui est Madame Inger Marie Ytterhøen. Inger Marie Ytterhøen, elle est née en 1941, elle est membre du Parti du Progrès, c'est-à-dire un peu l'extrême droite norvégienne, un peu le FN, pas tout à fait. Elle a été élue au comité Nobel norvégien par le Storting en 2000, réélue en 2005, réélue en 2010. Je trouve qu'elle est plutôt placide. Et puis, on finit le tour de table avec Madame Egot Valle. Madame Egot Valle, elle est née en 1945, elle est membre du Parti de la gauche socialiste, un peu l'équivalent du Front de gauche, un peu de chez Mélenchon. Elle a été élue parlementaire en 1997, elle a été l'une des responsables de l'organisation Nei til EU, c'est-à-dire non à l'Union européenne, non à l'entrée de la Norvège dans l'Union européenne. Elle est représentante des nonistes, dont je vous rappelle qu'ils sont majoritaires dans la population norvégienne. Elle a été élue par le Storting en 2009 au comité Nobel norvégien pour la période 2009-2014. Voilà. On suit bien tout ça? Alors maintenant, on avance. Il ne vous a peut-être pas échappé que de même que les 3 mousquetaires étaient 4, eh bien les 5 membres du comité Nobel norvégien sont 6. Parce qu'il y a ici un 6e membre dont personne ne parle jamais. D'ailleurs, personne ne parle jamais des autres. Hein. Enfin, c'est quand même... Voilà. Alors, c'est qui, ce 6e membre? Ce 6e membre, dans toutes les photos où se réunit le comité Nobel norvégien de la paix, il y figure en bonne place. Il apparaît également, vous voyez ici, derrière ce pauvre Thorbjørn Jagland, hein, imaginez Edith Cresson en norvégien, et il est là, on voit qu'il est en train, pendant que l'autre porte une médaille en chocolat, de lui dire un certain nombre de choses. On voit au moment de l'attribution du prix Nobel qu'il est derrière. C'est en fait le souffleur, hein, comme on dit dans une pièce de théâtre. On voit que lorsque le président Obama, avec son épouse, ont fait le déplacement d'Oslo pour recevoir le prix Nobel de la paix, on a l'impression que M. Barack Obama portait plus attention à ce monsieur qu'à M. Jagland, qui était quand même le président. Monsieur qui n'est rien. Hein. Enfin, il n'est rien. On va voir qui il est. Il n'est pas membre du comité Nobel. Vous voyez qu'il est à toutes les réunions du comité Nobel. Alors, qui est ce monsieur? C'est l'homme de l'ombre. Il s'appelle Geir Lundestad. C'est un Norvégien également. Il est en fait le directeur de l'Institut Nobel et il est le secrétaire du comité Nobel. En fait, c'est lui qui fait tout le boulot. Parce que vous savez, les responsables politiques, en général, ils ont un baobab dans la main. Ils sont très contents d'avoir toujours des directeurs de cabinet, des conseillers qui leur mâchent le travail. Donc, celui qui instruit les dossiers, année après année, qui les compile, qui les présente, qui, lors de ces réunions, dit « oui, moi je vous conseille ci, je vous conseille ça », devant le comité Nobel, c'est lui. Il s'appelle Geir Lundestad.
Alors, ça vaut le coup de savoir qui il est. Il est né en 1945. C'est pas un jeune poulain, il a 67 ans. De 1978 à 1983, il a été chercheur en questions internationales à l'université de Harvard aux États-Unis. Rien à voir avec le pédigré des membres du comité Nobel que je vous ai montré, qui sont soit une avocate, soit des députés qui ne connaissent pas grand-chose. Ensuite, de 1988 à 1989, pendant 2 ans, il a été chercheur au Woodrow Wilson International Center de Washington, D.C., qui est une des institutions les plus huppées, même plus que huppées, les plus au cœur du pouvoir washingtonien, puisque au conseil d'administration du Woodrow Wilson International Center se trouve Madame Hillary Clinton, rationnée matérielle, enfin, escalité. Elle ne va pas être remplacée maintenant, parce que d'ailleurs, vous avez vu, ça lui a un peu tourneboulé sa fonction. Donc maintenant, c'est John Kerry qui va prendre sa place. C'est complètement intégré au pouvoir washingtonien. C'est financé par les États-Unis d'Amérique, par la présidence des États-Unis, par le département d'État. Quand vous êtes chercheur, après avoir été à Harvard, quand vous passez 2 ans là-dedans, c'est que vous êtes évidemment dans le sein des saints. Il y a une poignée de chercheurs. Et puis, vous voyez 1989 1990, il a été nommé directeur de l'Institut Nobel d'Oslo et secrétaire du comité Nobel. C'était il y a 23 ans. Ça fait 23 ans que ce monsieur norvégien, dont personne jamais ne parle, après le pédigré que je viens de vous montrer, est directeur de l'Institut Nobel d'Oslo, qui attribue le prix Nobel norvégien depuis 22 ans ou 23 ans. Ça dépend, puisqu'on est maintenant en 2013, ça fait 23 ans. Je résume. Monsieur Thorbjørn Jagland, président du comité Nobel depuis 3 ans seulement, qui a à peu près les compétences de Madame Cresson, ultra-européiste. Je ne dis pas ça pour être anti-féministe. Oui, mais Madame Cresson a quand même été la première ministre qui a fait le plus petit stage à Matignon avec 10 mois, et qui, rappelez-vous, est parti dans une, comment dirais-je, sous des flots de critiques qui venaient notamment de son propre camp. C'est M. Mitterrand qui lui a demandé de dégager. Donc M. Thorbjørn Jagland, qui n'est pas une femme d'ailleurs, est président du comité Nobel de la paix, du comité Nobel depuis 3 ans, ultra-européiste, considéré généralement en Norvège comme un homme stupide, incompétent et fat. Deuxièmement, Madame Kashi Kullmann-Five, femme d'affaires au comité Nobel depuis 9 ans. Troisièmement, Madame Berit Reiss-Andersen, avocate au comité Nobel depuis moins d'1 an, n'ayant aucune connaissance en matière internationale. Ensuite, Madame Inger Marie Gitterhorn, pas spécialement compétente, apparatchik d'un parti de droite au comité Nobel depuis 12 ans. Et enfin, Monsieur Geir Lundestad, professeur ultra compétent en questions internationales, lié aux sphères dirigeantes américaines et directeur de l'Institut Nobel et secrétaire du comité Nobel depuis 22 ans. Quiconque connaît le fonctionnement des groupes humains, des comités théodules, des comités de réflexion, a compris qui a le vrai pouvoir, qui est celui qui fixe les orientations générales et qui manipule les autres. On le voit d'ailleurs sur cette photo où on a l'impression que c'est en M. Geir Lundestad, n'est-ce pas, qui, tiens, ce sont les prix Nobel de 2011, je vais en parler dans un instant, et vous voyez, d'ailleurs, il le domine même de la stature, le président du Nobel. Alors, maintenant, nous allons faire un petit voyage. Voici une carte d'Europe, et en rouge ici, c'est la localisation, vous pourrez le faire sur Google, la localisation du comité Nobel à Oslo. Et donc, vous savez ce que l'on fait. En général, on fait une petite plongée comme ça. On va arriver progressivement, on se rapproche en montant le degré de proximité. C'est comme si on sautait en parachute pour se rapprocher de cet endroit où siège le comité Nobel de la paix. Voilà, là on passe à la vue par satellite. Et voici, on est dans la ville d'Oslo. Et voici. Et voilà. Voilà, nous y voici. Donc ici, nous avons
det Norske Nobelinstitut, le comité Nobel de la paix, qui est dans ce bâtiment, c'est tout près du centre-ville, c'est dans le centre-ville d'Oslo. Et l'ambassade des États-Unis se trouve très exactement distante de 57 mètres. Je vous le dis parce que lorsqu'une fois j'étais allé à Oslo, quand j'étais en cabinet ministériel, j'avais accompagné mon ministre, l'ambassadeur m'avait ramené à l'aéroport et me rappelait qu'il m'avait dit un jour, ce jour-là, il m'a dit, vous savez, le comité Nobel est tout à côté de l'ambassade des États-Unis. Vous voyez, ici, c'est la vue. Vous allez sur Google, vous verrez. L'Institut Nobel se trouve ici. L'ambassade des États-Unis se trouve là. Une ambassade, d'ailleurs, considérable. Pour un pays qui, certes, est important, mais enfin bon, il n'y a quand même pas beaucoup de Norvégiens. C'est d'abord, effectivement, des pays pétroliers. Mais qu'est-ce qui est important pour une puissance étrangère dans la Norvège? Il y a une chose qui est extrêmement... Il y a un joyau que possède la Norvège en matière internationale, c'est l'attribution du prix Nobel de la paix. C'est comme le Vatican. Avoir un pape venu des pays de l'Est, avait dit, comment dirais-je, l'un des stratèges américains au début des années 70, ça serait plus efficace qu'avoir 40 divisions de l'autre côté du mur. Eh bien, c'est la même chose. Ce qui est très... Qu'est-ce que fait une ambassade quand elle est dans un pays étranger? Elle essaye d'influencer le pays étranger en faveur des intérêts du pays de l'ambassade en question. Donc, ce qu'a de plus intéressant à offrir la Norvège, c'est l'attribution de ce prix Nobel, qui peut effectivement déchaîner les passions. Alors, on va regarder quels sont les derniers prix Nobel de la paix. Pas tous, hein. Ça mériterait quand même que je vous dise, mais là je vais retirer vos illusions. Si je vous disais qui est le Dalai Lama, si je vous disais qui est Madame Aung San Suu Kyi, en vrai. On va parler des derniers. Le prix Nobel de la paix, Barack Obama, que vous voyez ici avec Geir Lundestad. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont quand même été surpris, c'est le moins que l'on puisse dire, par l'attribution du prix Nobel de la paix à M. Barack Obama, président des États-Unis, alors même que les États-Unis d'Amérique, sous sa présidence comme sous les précédentes, sont le pays du monde qui dépense le plus en armement. Je rappelle que le budget militaire des États-Unis d'Amérique est grand comme le budget militaire de tous les autres pays du monde cumulés. Plus de 50% des dépenses militaires mondiales sont faites par les États-Unis d'Amérique. Je rappelle que M. Obama a donné instruction à aller tuer avec des systèmes de drones en Afghanistan, ou des snipers, vous le savez, il suffit d'aller sur Internet. M. Barack Obama, qui a présidé à des guerres illégales, il a été fait prix Nobel de la paix en 2009. On le voit ici, en train de s'entretenir à Oslo avec M. Geir Lundestad. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder la presse norvégienne. La presse norvégienne, sortie à l'époque, et bon, je vous ai traduit le norvégien, je ne suis pas sûr que vous soyez expert en norvégien, moi non plus, hein. Il y a heureusement Google Traduction qui existe. Et vous avez, suite à l'attribution du prix Nobel de la paix à Barack Obama, vous avez eu des enquêtes qui ont été menées en Norvège. Ça, c'est quand même bizarre. Et il y a d'ailleurs la photo que je vous montrais tout à l'heure, je ne sais pas si vous la reconnaissez, dans le journal qui s'appelle VG Nyheter, qui est un des grands journaux norvégiens. Que dit cet article, hein? Eh bien, la traduction, c'est « Une majorité des Nobel était contre Obama ». Une majorité des membres du comité Nobel était contre l'attribution du prix Nobel à Barack Obama. Ce qui est assez logique, quand même. On a beau être pro-américain, on a quand même un peu en travers de la gorge. Bien. En réalité, comme le montre le journal, il y avait trois des 5 membres du comité Nobel, 3 femmes, qui étaient hostiles, dont la vice-présidente. Le problème, c'est que si 3 des 5 membres du comité Nobel étaient contre l'attribution du prix à Barack Obama, pourquoi l'a-t-il obtenu? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'évidence, Geir Lundestad s'est octroyé un droit de vote implicite qui prévaut en cas de partage des voix. Tout simplement. C'est-à-dire que le comité Nobel, en fait, n'est pas constitué de 5 personnes, mais de 5 plus 1, et qu'en réalité,
M. Thorbjørn Jagland, l'ex-premier ministre, qui à l'évidence n'a qu'une envie, c'est de revenir dans les allées du pouvoir et de se mettre bien avec les puissants du moment. Et puis ici, une autre des membres du prix Nobel, plus ce fameux Geir Lundestad, qui c'est lui qui a imposé le prix Nobel de la paix à Barack Obama. Le prix Nobel de la paix 2010, Liu Xiaobo, chinois, dissident, très bien, a priori formidable. Voici la présentation qui en est faite sur le site de France Culture. 54 ans professeur, 1989, de retour des États-Unis. Tiens. Il participe au printemps de Pékin, place Tiananmen, où il entame une grève de la faim. Il tente une médiation avec l'armée pour négocier une évacuation. 1989-90, emprisonné sans avoir été condamné. Le pauvre. Qu'est-ce qui se passe, au fait, à Guantanamo ? 1996, il est envoyé dans un camp de rééducation par le travail après avoir réclamé une réforme politique. 1999, libéré, il ne peut plus enseigner, mais il publie plusieurs livres à Hong Kong. 2008, il est l'un des auteurs de la charte 2008 appelant au respect des droits de l'homme et à l'instauration d'élections en Chine. 2009, il est condamné à 11 ans de prison pour subversion au pouvoir de l'État. 7 octobre 2010, le prix Nobel de la paix lui est décerné. Ça, c'est la présentation que l'on fait au grand public occidental. Alors après, on dit, oui, les Chinois, le gouvernement de Pékin crie au scandale, vous vous rendez compte à quel point ce sont des moins que rien. Le dessous des cartes sur M. Liu Xiaobo. Il a travaillé comme professeur à l'université d'Oslo en Norvège, ça tombe assez bien, puis d'Hawaï et de Columbia à New York. Dans une interview en 1988 avec le magazine hongkongais Liberation Monthly, Liu Xiaobo a estimé, je le cite, « S'il a fallu 100 ans de colonisation à Hong Kong pour être ce qu'elle est, alors il faut 300 ans de colonisation à la Chine pour devenir comme Hong Kong, mais je ne suis pas sûr que 300 ans suffiraient. » C'est quand même un Chinois qui réclame que les puissances occidentales recolonisent son propre pays. Il déclare aussi « La modernisation est synonyme d'occidentalisation totale. Choisir de vivre signifie choisir de vivre le mode de vie occidental. La différence entre le mode de gouvernement occidental et le mode de gouvernement chinois, c'est la même que celle entre l'humain et le non-humain. Il n'y a pas de compromis, l'occidentalisation est le choix non pas de la nation, mais de la race humaine. » En 1996, dans un article intitulé « Leçons de la guerre froide », il affirme que le monde libre, sous la direction des États-Unis, a lutté contre tous les régimes qui foulent aux pieds les droits de l'homme. Les guerres importantes menées par le gouvernement américain sont défendables sur le plan éthique. Encore une fois, je trouve qu'il a tout à fait le droit de dire tout ce qu'il veut, ce monsieur. Je ne suis pas sûr que le gouvernement de Pékin ait un intérêt, d'ailleurs, à le mettre en prison. Et c'est quand même curieux que voici quelqu'un qui déclare « Les guerres importantes menées par le gouvernement américain sont défendables sur le plan éthique » et qui se voit attribuer le prix Nobel de la paix. Selon le quotidien du peuple, le Chenmin Jibao, c'est vrai que c'est le quotidien chinois. Mais enfin, il a commencé à travailler au milieu des années 90 pour le magazine Chine démocratique de Hong Kong, ce qui est vérifié, ce qui est avéré, qui est quand même financé par la dotation nationale pour la démocratie, c'est-à-dire la National Endowment for Democracy, la fameuse NED, dont les fonds proviennent essentiellement du département d'État américain et qui agit comme l'un des faux-nés de la CIA. C'est pas moi qui le dis, tout le monde le sait. Même Wikipédia ne le cache pas. Allez toujours vérifier Wikipédia anglais, qui est un peu moins biaisé que Wikipédia français. Il en reçoit un salaire régulier. Il reçoit un salaire régulier de la NED, c'est-à-dire de la CIA, qui a été de 23 000 $ américains en 1995. En 2004, il publie un article intitulé « Victory to the Anglo-American Freedom Alliance », où il qualifie les guerres menées par les États-Unis après la guerre froide comme étant le meilleur exemple de la façon dont les guerres doivent être menées dans une civilisation moderne. Il prédit qu'un Irak libre, démocratique et paisible va naître. Il approuve, il fait campagne pour la guerre en Irak. Donc je rappelle que c'est une guerre illégale au regard du droit international public, fondée prétendument sur des armes de destruction massive. Pendant l'élection présidentielle américaine de 2004, il félicite le président sortant George Bush de son effort de guerre en Irak
Et il reproche au candidat démocrate John Kerry de ne pas soutenir suffisamment les guerres américaines. Le mec, il est devenu prix Nobel de la paix. Il déclare, quelle que soit la gravité des risques encourus en abattant Saddam Hussein, l'inaction entraînerait des risques encore plus grands, comme le prouvent la Seconde Guerre mondiale et le 11 septembre. À ses yeux, la guerre contre Saddam Hussein est juste. La décision du président Bush est la bonne. Je rappelle que cette guerre en Irak, illégale au regard du droit international, puisque le Conseil de sécurité n'a pas donné son feu vert en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Je rappelle que cette guerre a été décidée sur des motifs faux, comme quoi Saddam Hussein et son régime auraient eu des armes de destruction massive. Je rappelle que les seuls qui avaient des armes de destruction massive, c'est la puissance attaquante des États-Unis d'Amérique. Je rappelle que cette guerre, avec les embargos et tout ce qui s'en est suivi, on en est au moins à des centaines de milliers de morts, sinon même 1 ou 2 millions de morts. De 2003 à 2007, M. Liu Xiaobo a présidé l'Independent Chinese Pen Center, un organisme basé en Suède, financé annuellement, encore et toujours, par la National Endowment for Democracy. En d'autres termes, il existe un faisceau très important d'indices pour que ce soit un agent d'influence américain. C'est quasiment certain. Le prix Nobel de la paix 2011 a été attribué à 3 dames, je vais en parler que de 2 parce que ce n'est quand même pas le cœur de ma conférence. D'abord, à Madame Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria. Elle a effectué ses études aux États-Unis d'Amérique, tiens donc. Elle a été élue présidente du Libéria en 2005. Le 5 novembre 2007, le président américain George W. Bush lui a remis la médaille de la liberté. On a l'impression, en fait, que c'est un coiffeur en train de lui faire des bigoudis. Ça aurait été une vocation préférable pour le monsieur en question. Le prix Nobel de la paix lui a été donc attribué 4 ans après la médaille de la liberté attribuée par George W. Bush. Et ça s'est bien tombé parce que c'était au moment en pleine campagne électorale pour sa réélection à la tête du Libéria. Un petit peu comme si Sarkozy avait eu le prix Nobel de la paix entre les 2 tours de la présidentielle. Vous voyez ? Il existe un faisceau très important d'indices pour que ce soit un agent d'influence américain. Parce que pourquoi cette dame a-t-elle le prix Nobel de la paix ? Alors il y en a une autre qui a eu le prix Nobel de la paix au même moment, en 2011. Ah oui, là on la voit d'ailleurs. Vous voyez, elle est avec le président américain dans Partners in Democracy. Elle a d'ailleurs plutôt l'air de s'ennuyer. L'autre prix Nobel de la paix 2011, c'est mademoiselle plutôt, Tawakkul Karman, qui est en partie yéménite, qui a été reçue par Hillary Clinton au département d'État américain à Washington le 28 octobre 2011, quelques jours après avoir eu le prix Nobel, qu'elle a donc partagé avec madame Sirleaf. Elle est de nationalité yéménite et turque. Elle est née en 79, elle avait donc 32 ans à la remise du prix Nobel de la paix, c'est un record, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire. Elle a reçu en 2010, donc 1 an avant, la récompense Femmes de courage, Women of Courage Award, du département d'État américain. C'est-à-dire que finalement, maintenant, de plus en plus, pour avoir le prix Nobel de la paix, il faut d'abord avoir eu une médaille américaine, la médaille de la liberté, ou bien la Women of Courage Award. Son frère, elle a un frère, yéménite, le poète Tariq Karman, l'a accusé publiquement de collaborer avec les Américains. À quoi elle a répondu, tout ça est public, allez vous renseigner sur Google. J'ai en effet, alors quand même assez fort, hein, elle a 32 ans, elle est yéménite, et voilà ce qu'elle a dit. J'ai en effet des liens stratégiques avec des organisations américaines impliquées dans la défense des droits de l'homme, avec des ambassadeurs américains et avec des officiels du département d'État américain, mais ce sont des liens entre égaux, je ne suis pas leur subordonné. Elle a quand même du cran à 32 ans, la yéménite. Hein. Parce que dire qu'elle a des liens d'égaux à égaux avec des ambassadeurs américains et des officiels du département d'État, ça fait quand même beaucoup. Elle a évidemment soutenu les révolutions du printemps arabe, ça va de soi, c'est un agent d'influence américain. Alors maintenant, on en arrive au prix Nobel de la paix 2012, à la photo du début. Vous avez reconnu Thorbjørn Jagland au milieu des orchidées, et derrière, Geir Lundestad. Vous commencez maintenant à mieux comprendre ce qui s'est passé avec cette affaire de prix Nobel de la paix. Alors, une chose curieuse, si vous avez bien suivi ce que je vous ai montré tout à l'heure,
parmi les 5 membres du Nobel, il y avait Madame Egotvale, qui est l'équivalent, la représentante de l'équivalent du Front de gauche, qui était membre du Nobel. Et qui était membre de l'association non à l'UE. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit. Bon. Alors, ce qui est intéressant, si vous allez regarder le Aftenposten, le grand journal norvégien, voilà ce qu'elle a déclaré. L'adversaire de l'UE au sein du comité Nobel était malade lors de l'attribution du prix à l'UE. C'est quand même pas de chance. Elle a un truc à faire par an. C'est être là au moment où il faut voter. Un jour sur 365. Ah! Elle avait une gastro. Naturellement, je n'ai pas précisé, mais ça va de soi, que les émoluments de membres du comité Nobel de la paix sont relativement confortables. En congé de maladie, au moment de l'attribution du prix, Egotvale a dit qu'elle n'aurait pas voté en faveur de l'UE si elle avait été là. Ça n'aurait d'ailleurs rien changé. Enfin, elle n'a pas démissionné. Elle n'a pas claqué la porte du truc. Où l'on retrouve Geir Lundestad. Parce que ça, c'est intéressant. Ce monsieur Geir Lundestad, dont vous avez compris que c'est lui qui choisit le prix Nobel de la paix, il y a un bonhomme. Sur 7 milliards d'habitants dans le monde, il y a un Gus qui choisit le prix Nobel de la paix, et vous avez des centaines de millions, surtout d'Occidentaux, qui sont là en admiration devant le récipiendaire du prix Nobel de la paix. Geir Lundestad, les Américains savent bien qui c'est. Il a été invité à un grand débat à l'université américaine de Berkeley, de l'université de Berkeley en Californie, le 20 septembre 2005. Je rappelle qu'il a été nommé en 90, ça faisait donc 15 ans qu'il était là. C'était il y a 8 ans. Il a donc été invité dans une conversation with Geir Lundestad, The Nobel Peace Prize on International Relations. Vous trouverez ça aussi sur Internet si vous cherchez bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Je fais des bons extraits. The United States actually promoted European integration much more strongly than the Europeans did themselves. Bon, je vais pas. It's very unusual for an hegemon to use a political science term to actually try to build up a second center, if you will, within its sphere of influence, but the US clearly did for many decades. Je ne vais pas vous lire ça en américain, je vais vous le traduire. Les États-Unis ont promu l'intégration européenne beaucoup plus fortement que les Européens ne l'ont fait eux-mêmes. On dirait du Asselineau. Il est très inhabituel pour une puissance hégémonique, pour user d'un terme de la science politique, d'essayer vraiment de bâtir un second centre, si vous voulez, à l'intérieur même de sa sphère d'influence. Mais c'est clairement ce qu'ont fait les États-Unis depuis de nombreuses décennies. Les gens qui me disent que je suis un complotiste, il y a des gens, des antifas qui disent que je suis un complotiste. Le type qui attribue le prix Nobel de la paix, qui a été à Harvard, qui a été au Woodrow Wilson Institute, qui est présidé par le ministre des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, ce type qui est au cœur des arcanes des questions internationales mondiales, il est invité à l'université de Berkeley en Californie, qui est un des plus hauts lieux intellectuels des États-Unis, et voilà ce qu'il dit. Et il poursuit en disant « The US had very strong reasons for its promotion of European integration. It was the spillover, etc. » Les États-Unis avaient des raisons très puissantes pour promouvoir l'intégration européenne. Il s'agissait d'étendre le modèle américain. C'est la façon dont les États-Unis sont organisés, c'est donc la façon dont ils ont pensé que l'Europe devait être organisée, un système fédéral d'entités beaucoup plus importante. Alors c'est extraordinaire, parce qu'on voit bien que ce type a très bien compris que la construction européenne n'a rien à voir avec la paix. Il l'a dit en 2005. Il a dit ce que je ne cesse d'expliquer à mes concitoyens. C'est une stratégie américaine d'asservissement. Il l'a dit le 20 septembre 2005 devant l'université de Berkeley en Californie. C'est encore en ligne. Voilà. Cette analyse confirme exactement les analyses de l'UPR. La construction européenne a bien été conçue et promue depuis de nombreuses décennies, pour reprendre les termes de Geir Lundestad, par la puissance hégémonique. Moi, j'ose même pas le dire. Que dit M. Geir Lundestad des États-Unis pour étendre leur modèle à l'intérieur de leur sphère d'influence, pour le citer. Deuxièmement, le secrétaire du comité Nobel norvégien, donc ce M. Geir Lundestad, l'homme qui a fait adopter le prix Nobel de la paix à l'UE par le comité Nobel, c'est lui qui est à la manœuvre, est le premier à savoir que la construction européenne n'est pas une œuvre de paix, mais une entreprise de domestication hégémonique, décidée par les États-Unis.
Alors, maintenant que vous avez cette clé de compréhension, on va pouvoir envisager ceux qui pourraient bien recevoir le prix Nobel de la paix en 2013, en 2014, en 2015. Les bookmakers peuvent ouvrir leurs paris. Moi, je verrais bien pour 2013 l'Observatoire syrien des droits de l'homme, par exemple, dont M. Rami Abdulrahman, directeur de l'OSDH, c'est l'organisme qui est installé à Londres, qui compte 2 personnes, dont lui, vous le savez, et dont émanent toutes les informations sur la Syrie reprises par toutes les agences de presse et tous les médias occidentaux. Je pense qu'il est bien parti pour avoir le prix Nobel de la paix. Je pense que pour 2013 ou 2014, on pourrait avoir les Pussy Riot comme prix Nobel. Mais c'est exactement ça, je ne pousse pas le bouchon. Vu par les Chinois, la nomination de Liu Xiaobo, qui est un agent américain qui crève les yeux, ou pour les Yéménites de Madame Tamankoul, etc., ça crève les yeux. Donc moi je pense que le groupe de musiciennes russes Pussy Riot est bien parti pour avoir le prix Nobel de la paix en 2014. Et puis peut-être aussi le groupe d'activistes Femen. Ici on voit une de ces activistes ukrainiennes se précipiter sur le pop russe Kirill II qui arrive en Ukraine. Chose étonnante, d'ailleurs, elle marquait sur son dos « Kill Kirill » en américain. Il ne vous échappe pas que les Femen, par exemple, dont nul ne sait ce que c'est, sauf que ce sont des filles qui se mettent les seins à l'air, mais personne ne remarque que c'est toujours écrit en américain, leur slogan, et qu'il y a toujours une caméra pour diffuser ça dans le monde entier. Donc ça, c'était contre le patriarche de toutes les Russies. Parce que par ailleurs, ça s'attaque tout spécialement à certaines des religions. Kill Kirill. Là, c'est à Paris. Là, c'était pour attaquer les musulmans. Muslim women, let's get naked. Là aussi, à Paris, en anglais. D'ailleurs, vous avez vu, elles ont fait une nouvelle sortie, là, il y a 2-3 jours à Notre-Dame de Paris. C'était également écrit en américain. Ce groupe d'activistes féminines ici, j'étais sans doute à Paris, enfin c'était à Paris, c'était je ne sais plus à quelle occasion. Si je vous comptais bien, j'ai compté le nombre d'activistes en question, il y en a 9. 9, non. En revanche, il y a au moins 21 journalistes de toute la presse écrite. Et qui leur donnent une couverture médiatique, elles sont 9, elles ne représentent rien, sauf qu'il y a quelqu'un qui paye derrière. Donc tout ça, ça pourrait avoir le prix Nobel. Maintenant, je vous propose de regarder ceux auxquels le tout-puissant Geir Lundestad ne donnera jamais le prix Nobel de la paix. Je le parie avec vous. D'abord, je pense que Julian Assange n'aura pas le prix Nobel de la paix. Vous savez que Julian Assange, né le 3 juillet 1971 à Townsville, en Australie, informaticien et cyberactiviste, fondateur, rédacteur en chef et porte-parole de Wikileaks. Il a reçu plusieurs prix, notamment l'Index and Censorship Award de 2008, la médaille d'or de la Sydney Peace Foundation pour la défense du droit des individus à la connaissance. Il est réfugié politique à l'ambassade d'Équateur à Londres. Il bénéficie de l'asile politique de l'Équateur depuis le 16 août 2012. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'il est coincé dans sa chambre. Malgré des pressions insistantes du Royaume-Uni, Julian Assange a déclaré que Wikileaks est sous le coup de menaces, tout comme la liberté d'expression et la santé de nos sociétés. Les États-Unis doivent renoncer à la chasse aux sorcières lancée contre Wikileaks. Il craint d'être extradé aux États-Unis où il risque théoriquement la peine de mort. Eh bien, lui, il n'aura pas le prix Nobel de la paix. Bradley Manning n'aura pas non plus le prix Nobel de la paix. Lui, c'est un binational américano-britannique. C'est lui qui a transmis à Julian Assange un certain nombre de documents militaires classés secret défense. Certains le voient comme un criminel, d'autres comme un lanceur d'alerte garant de la démocratie. Mais finalement, il n'a pas fait pire pour les États-Unis que ce que fait Liu Xiaobo pour la Chine. Actuellement en détention, vous voyez, avant-après, c'est comme dans les lotions capillaires, là c'est avant et après son arrestation. L'ONU a qualifié la détention de Bradley Manning dans la base militaire de Quantico de traitement cruel, inhumain et dégradant du fait, entre autres, d'un isolement de 8 mois. Pendant 8 mois, il n'a vu personne dans une toute petite salle.
Ceux qui n'auront pas le prix Nobel de la paix, c'est également les prisonniers détenus depuis des années sans aucun jugement, contrairement à toutes les règles du droit international dans la base américaine de Guantanamo, en violation de toutes les règles de droit international. Personne n'en parle. Monsieur Barack Obama, qui lui a eu le prix Nobel de la paix, s'était fait élire en promettant la fermeture du camp de Guantanamo dont les prisonniers portent des tenues oranges et subissent des traitements épouvantables, dans l'indifférence la plus complète, puisque jamais aucun média occidental n'en parle. On les voit ici attachés, par exemple, comme ceci. Ceux qui n'auront pas non plus le prix Nobel de la paix, c'est United for Peace and Justice. C'est quoi? Eh bien, ce sont des Américains. J'en profite pour dire au passage que l'UPR n'est pas anti-américaine, par principe. Il y a aussi aux États-Unis des gens qui se battent pour la paix, pour la liberté et pour la vérité. C'est le cas, par exemple, de United for Peace and Justice, qui est une coalition de plus de 1300 organisations américaines et internationales. C'est quand même pas rien. L'une de leurs vedettes, c'est Jane Fonda, vous savez, dont on avait parlé dans les années Vietnam, qui sont opposés à la politique du gouvernement américain de guerre permanente et de construction d'un empire. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont 1300 associations. Cette organisation a été fondée en octobre 2002 pendant que les États-Unis préparaient l'invasion de l'Irak de 2003. Celle que Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix 2010, approuve. Donc ces associations américaines, il y a l'Organisation nationale des femmes, le Conseil national des églises, Action pour la paix, les Voix noires pour la paix, Pas en notre nom, les familles du 11 septembre pour des lendemains pacifiques, les anciens combattants pour la paix, c'est des traductions, c'est Veterans for Peace, etc., ce sont des traductions. Toutes ces associations se sont regroupées. Elles mériteraient peut-être d'avoir le prix Nobel de la paix, vous ne croyez pas? Leurs actions consistent à s'opposer aux guerres ou aux projets de guerre des États-Unis en Afghanistan, en Irak, en Iran, etc. Ici, on les voit en train de manifester, par exemple, aux États-Unis devant le Capitole, ou ici à New York, où ils demandent l'abolition de toutes les armes nucléaires, pas de guerre sur l'Iran. Ici, une manifestation qui réclame Nuclear Free Middle East, c'est-à-dire un Moyen-Orient débarrassé de tous les armements nucléaires, pas seulement des projets prêtés à l'Iran, mais que toutes les puissances, à commencer par les États-Unis d'Amérique eux-mêmes, puisque vous savez qu'ils entreposent au Bahreïn, dans le royaume du Bahreïn qui est face à l'Iran, il y a l'état-major de la 5e flotte américaine et que les navires américains de surface ou en dessous de la surface portent des armements nucléaires. Pour ne pas parler d'Israël, qui a de nombreuses armes nucléaires, pour ne pas parler du Pakistan, pour ne pas parler de l'Inde, pour ne pas parler de la Russie. Alors les enseignements de tout ceci, pour clore ce long chapitre 1, les autres seront plus brefs. Le prix Nobel de la paix, en fait, est une imposture. Le prix Nobel de la paix, c'est une imposture. C'est désormais une opération de désinformation qui fait partie intégrante du dispositif hégémonique mondial des États-Unis d'Amérique. Deuxièmement, le décryptage de cette opération, tel que je vous l'ai fait un peu rapidement, mais en vous donnant le maximum d'informations, révèle la tromperie généralisée qui gouverne le monde occidental. Aucun de médias de masse ne porte de regard critique ni sur le mode d'attribution du prix Nobel de la paix, ce que je viens de faire avec vous. Aviez-vous déjà entendu ce que je vous ai dit? Ni sur le lien entre les attributaires du prix Nobel de la paix et les intérêts géostratégiques américains. Quelqu'un vous avait-il parlé de Mme Sirleaf, de Mme Tamankoul, de M. Liu Xiaobo? Barack Obama, oui, mais les autres? Ni sur l'infiltration et le noyautage de nombreux organismes occidentaux par les services d'influence américains. Enfin, aucun responsable politique ne fait non plus ni l'un ni l'autre. Je suis désolé de citer, mais je n'ai pas d'autres responsables, peut-être que vous allez me détromper, mais je ne connais pas d'autres responsables politiques en France qui expliquent aux Français ce qui se cache derrière cette affaire. Et du coup, qui permet de comprendre ce que c'est que la construction européenne, c'est une nouvelle preuve qui va dans le sens de toutes les analyses que je mets sur la table. Au passage, cela prouve que le cynisme des manipulateurs n'a aucune limite.
puisqu'il joue sur les idéaux les plus nobles pour duper les peuples. Moi, j'étais comme tout le monde, hein, jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'avant que je me commence à m'intéresser de près à cette affaire, parce que je la trouvais quand même bizarre. J'étais comme tout le monde. Pour moi, le prix Nobel de la paix, c'était la loi et les prophètes. C'était quelque chose, c'était forcément quelqu'un d'éminemment respectable. Donc, on joue sur les idéaux les plus nobles. Il n'y a pas de limite à ce cynisme, et donc la conclusion, c'est que si les forces euro-atlantistes qui nous gouvernent sont capables de ça, alors elles sont capables de tout.